Donc on va terminer la session avec des cas cliniques. On va commencer avec Dr Drevon pour un premier cas clinique. Donc c'est un petit cas clinique très pratique pour les médecins généralistes ou médecins du sport. Donc il s'agit d'un patient de 60 ans, donc très sportif, qui présente un diabète de type 2 ainsi qu'une hypertension artérielle. Il est en ALD. Son IMC donc, est un petit peu haut, son périmètre abdominal un petit peu long, sa tension est bonne. Vous voyez ses chiffres d'hémoglobine glyquée, sa créate, sa filtration glomérulaire. Il a un travail sédentaire. Il marche une fois par semaine, une demi-heure sur le plat. Et il se plaint d'arthralgie quotidienne liée à une gonarthrose et une coxarthrose d'ancien sportif. Il est essoufflé à la montée d'un étage. Donc là, on est dans le cas de la prescription sur ordonnance telle qu'elle nous est proposée par les nouveaux décrets de 2017. Donc la question essentielle qui se pose là, c'est à qui l'adresser? Qu'est-ce que vous en pensez? Pardon? On propose au cardiologue devant. Oui, j'ai entendu. Si le cardiologue dirige des séances de sport adapté, pas de problème. Thierry Maillard. Moi, je prends conscience d'où il part. Il part avec effectivement une activité physique qui est vraiment très faible. Quand on fait faire de l'activité physique à ce genre de patient, l'idée c'est pas d'en faire un marathonien ou d'en faire un sportif de haut niveau, c'est d'augmenter son activité physique. Et effectivement, l'objectif, ça serait pour lui d'avoir une activité qui soit au moins 150 minutes par semaine, étalée. Et du fait de ces problématiques d'arthralgie, eh bien, je lui conseille plutôt un sport porté, c'est-à-dire soit du vélo, d'appartement, ou peut-être le nager forme santé, c'est-à-dire de l'activité dans l'eau, avec une intensité, bien sûr, modérée. Et je ne pense pas qu'il ait besoin de passer une épreuve d'effort. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur le... Donc, parce qu'une des questions, donc, c'est à qui l'adresser pour lui favoriser la reprise d'activité physique, en tous les cas diminuer sa sédentarité. Il faut déjà le faire maigrir. Il faut l'adresser à une diététicienne parce que IMC à 30 et un périmètre abdominal de 105. Je pense que s'il maigrit, il va déjà améliorer sa gonarthrose, la coxarthrose et la dyspnée. Non? Ah, il y en a une qui a suivi ce Faire de la pétanque. Alors, oui, non, parce que vous avez vu que le problème de cette nouvelle loi, dans les cas cliniques, c'est qu'elle est bien d'accord pour nous demander de prescrire, par exemple, de la rééducation ou du sport ou une diététicienne. Effectivement, le problème, c'est que c'est compliqué. Et ce patient-là, à qui on a, en plus, donc nous, dans notre interrogatoire, on a insisté, on lui a sur le tabagisme, on veut savoir comment il se nourrit, ce que vous disiez. Grâce à des questionnaires, on lui demande où il en est vraiment en activité physique. Son traitement médical, il nous le donne pour qu'on voit qu'il n'y ait pas de contre-indication, bien sûr, à certains sports. On lui a demandé, parce que la première réponse était tout à fait exacte, on l'envoie chez le cardiologue. Hein. Donc il a un bilan de tolérance cardiovasculaire, ECG de repos, ECG d'effort. Ophtalmo, hein, bien sûr, on y pense, parce qu'il y a certains sports qui sont contre-indiqués, bien sûr, en cas de rétinopathie diabétique ou rétinopathie proliférante. Et donc, il ne faut pas oublier, nous-mêmes, d'ailleurs, les contre-indications là, que je vous marque pour un diabétique, pour la pratique de l'activité physique, si elle devient intense. Donc tout ça, les médecins généralistes, on doit y penser. Et puis après, on doit prescrire, puisque c'est quand même le sujet de cette nouvelle loi. Et là, dans son cas particulier, on doit prescrire un kiné.
pourquoi on doit prescrire un kiné plutôt que dans une association comme ADN 974, par exemple, pour ne pas les citer à La Réunion, qui s'occupe spécifiquement des diabétiques? Exactement. Il faut d'abord améliorer, parce qu'il était limité, il aurait voulu marcher plus, mais il était limité par ses douleurs de gonarthrose et de coxarthrose. Hein, c'était quand même donc pour la prescription d'activité physique, c'était quand même l'important. Et donc, d'après ce qu'on a vu en début d'après-midi, puisqu'il a une limitation sévère, il ne faut d'abord, en premier lieu, l'orienter vers un kiné. Un kiné qui soit compétent. C'est-à-dire qu'il y a un kiné du sport, par exemple. Donc, il y a tout un réseau de kinés du sport qui ont fait, en particulier, ou qui sont en train de faire, des formations spécifiques en sport adapté. Mais on doit être précis dans notre ordonnance. On ne doit pas se contenter de mettre 10 séances ou une séance de rééducation avec un kiné. On doit essayer de vraiment donner le but, de donner les conseils et les consignes après sur ce que doit faire le kiné. Et on doit préciser l'éducation thérapeutique. Et l'éducation thérapeutique, elle peut être complétée effectivement par l'avis d'une diététicienne. Le kiné doit lui en parler, doit parler de tout ce qui touche à sa spécialité, donc comment réaliser ses exercices, à quelle fréquence, et puis surtout pouvoir les évaluer. Et puis nous-mêmes, on doit donner des consignes absolument dès qu'un patient qui présente des risques doit reprendre ou veut reprendre une activité physique adaptée. Donc par exemple, on doit absolument lui préciser, et noir sur blanc, lui donner une feuille, en lui disant que s'il est en hyperglycémie importante, par exemple supérieure à 2,5 g, il ne doit pas pratiquer d'activité physique. L'hypoglycémie, on le recharge. Là, je parlais d'un diabétique de type 2. Hein. On doit aussi, bien sûr, lui donner comme consigne d'emmener des glucides rapides. Parce que très souvent, nos patients, bon, particulièrement à La Réunion, mais un peu partout, ils ne vont pas oser nous dire qu'ils ne connaissent pas. Ils vont nous dire « oui, je connais ». On doit absolument mettre ces consignes par écrit. Je pense que c'est très important. Donc toutes ces consignes, y compris les soins des pieds, elles doivent être précisées et données à tous les patients. Donc voilà, donc pour résumer ce cas clinique, dans la nouvelle loi, quand un patient a des limitations sévères, si on veut qu'il reprenne une activité physique adaptée, après avoir pris les précautions et avis du cardiologue, l'ECG d'effort, voire l'idéal, pour l'avoir essayé, l'idéal c'est de pouvoir faire une VO2 max, en fait, qui va vraiment donner des indications très très précises sur la fréquence cardiaque que le patient ne devra pas dépasser. Après tout cela, il faudra l'adresser donc à un paramédical avant de l'adresser aux étudiants en APA ou aux profs en APA. Merci de votre attention. S'il y a des questions, oui. Alors, j'ai une remarque sur la loi là, qui est parue, parce qu'il y a une ambiguïté. Donc, on est tout à fait d'accord avec ce que vous faites. Mais vous prenez des pathologies pour lesquelles on peut prescrire rééducation, activité physique. Mais la loi, elle dit qu'il y a 4 pathologies qui sont concernées. Le diabète, la sclérose en plaques, l'obésité, le risque cardiovasculaire, enfin les athéromateux. S'ils sont en ALD, c'est pris en charge. Si. Par contre, s'ils ne sont pas en ALD, ça peut être pris en charge par les mutuelles. Or, aujourd'hui, il n'y a aucune mutuelle qui le font. Ah si, lisez la loi. La loi, elle est très claire. Quelqu'un qui n'est pas en... Quand la loi est sortie, moi j'ai eu des patients, je suis arrivé au cabinet, docteur, la prescription de l'activité physique maintenant, c'est comme ça, je m'inscris dans une salle, vous allez me payer l'abonnement. Voilà. Et si, il y a plusieurs médecins généralistes qui ont été confrontés à ça. Alors, vous pouvez le faire, mais c'est la mutuelle qui va payer. La mutuelle, mais dans le texte de loi, c'est marqué que la mutuelle peut payer. Je n'ai pas envie de vous contredire, mais je l'ai vraiment bien... Enfin, j'y participe un peu. Et pour l'instant, c'est même une des remarques qui sont dans le décret, c'est que l'ARS ne prend rien en charge et ne s'implique pas pour l'instant. Il y a des accords
locaux, par exemple le sport sur ordonnance à Strasbourg ou à La Réunion, à Saint-Paul, qui marchent très bien, où effectivement les gens sont pris en charge par des associations sportives moyennant 10 € par an. Oui, c'est un peu... Mais c'est particulier. Mais des séances de kiné peuvent être prises en charge dans la mesure où c'est une pathologie effectivement qui est prévue. Mais quand c'est vraiment que de l'activité physique adaptée, je ne pense pas que ce soit pris en charge. Enfin, c'est ce qu'on avait compris. Là. Mais pris en charge éventuellement par une mutuelle, je parle. Hein. C'est pas par la Sécu. Hein. Alors ça, c'est des contrats individuels, les mutuelles. Oui. Certaines se sont impliquées, pas d'autres. Mais Voilà, la loi ne c'était les noté oblige pas. que les mutuelles sont habilitées à prendre en charge, mais oui. bon, c'est au cas par cas, ça dépend oui. le prix de votre mutuelle. Il y a un commentaire là, à droite. Oui, vous dites pas d'activité physique à 2,5 grammes, au-dessus de 2,5 grammes, mais même marcher, le patient, il bouge... Enfin, qu'est-ce que c'est l'activité physique? Pas marcher, là c'est à quel activité degré physique. d'activité J'ai- physique Dans la liste, hein, vous avez vu le titre de la référence. diapo, si on peut la remettre, c'était activité physique intense. Hein, c'est-à-dire que c'était dans le titre de la diapo, oui. C'était après une reprise, donc quand la personne refait une activité physique intense. Vous avez d'autres questions, des remarques, des commentaires? Pas de questions, donc je vous propose de passer la photo dont je vous parlais tout à l'heure pour avoir le commentaire du docteur Laroche. Cette photo, elle a fait le tour des réseaux sociaux pendant le Tour de France. C'est un coureur polonais qui, à la fin de l'étape, probablement la déshydratation, plus la maigreur extrême, parce qu'il faut être performant, plus on est léger, plus on est performant en montagne, c'est un grimpeur, avait des jambes qui étaient comme ça. Alors qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire à la fois physiologique et pathologique, parce que ça peut mettre en danger quand même la santé des sportifs, non? Je pense pas. Alors d'abord, ici, vous avez une cartographie veineuse magnifique. Hein. Il n'y a pas besoin de faire des codoplaires, etc. Ce qu'il faut savoir, la première chose, c'est est-ce que ces veines sont refluentes ou pas? À mon avis, elles ne sont pas refluentes. Hein. On est d'accord, il a perdu de la graisse, etc. Moi, j'en ai des comme ça. On leur fait rien du tout, hein, sauf qu'on leur met une compression. Et j'ai un ami, alors c'est des anomalies anatomiques. J'ai un ami que vous connaissez tous, qui s'appelle Michel Doza, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et si vous prenez ses bouquins, toutes les photos d'un homme à poil, c'est lui pour expliquer ce que c'est que l'anatomie veineuse superficielle. Oui, elles sont dans ses bouquins. Et ben, c'est exactement ça. Il ne fait pas de marathon, il n'est pas déshydraté, il est normal. Et oui. Tous les cyclistes n'ont pas des jambes comme ça. C'est quand lui, même... c'est au niveau des membres supérieurs. Alors, quand on fait la fistule, n'en parlons pas, il n'y a qu'à monter ses bras, et c'est terminé. Vous avez tout compris comment étaient les veines. Et pareil au niveau des jambes. Il fait un peu de vélo, quoi, 1 heure par semaine. C'est tout. Il ne fait rien de plus. Alors, un test, vous pouvez mettre un nom sur les différentes veines, là, les branches, les Oui, variations anatomiques. Oui. Bah, en premier plan, il y a la grande saphène qu'on voit très bien à gauche, avec les tributaires. De l'autre côté, on a aussi la grande saphène. On a toutes les branches. Parce que les patients s'imaginent toujours qu'il n'y a qu'une veine qui passe à la face interne. Mais en fait, il y a des kilomètres. Là, ça fait un accessoire. Voilà, oui, ça fait un accessoire. Il n'y a que la Giacomini qu'on ne voit pas parce qu'elle est Oui, postérieure. mais ça serait derrière. Ouais. Alors, sauf si si elle se réunissait, enfin, elle se jette au quart proximal de cuisse, où il y a la dilatation, là, on pourrait dire que peut-être derrière, il y a une Giacomini. Bon. Oui, mais c'est magnifique, oui. Oui, c'est vraiment une cartographie Mais- veineuse. Hein, Oui, mais on voit, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, je vois des marathoniens, puisqu'on a une cellule entre guillemets sportive là, dans notre service à Montpellier, en collaboration avec les gens qui s'en occupent. Des fois, ils nous adressent des gens comme ça, alors, surtout des marathoniens. On n'a pas vu dans d'autres sports. C'est impressionnant, hein, et je comprends que le patient, qui n'est pas finalement un patient, soit un petit peu inquiet. Ah non, c'est un sportif de haut niveau, c'est un cycliste, Ouais. un grimpeur du Tour de France. Ce qu'il y a, ce n'est pas des veines pathologiques, bon, je partage l'avis. Elles se sont adaptées à l'effort qui est demandé avec un retour qui est multiplié par 10. Simplement, c'est après l'effort, ça fait mal. La dilatation veineuse, surtout quand les veines commencent à se collaber, ça fait mal. Et le port d'une contention de récupération est là très efficace sur les douleurs, sur ces dilatations veineuses qui sont douloureuses. Pas pathologiques, mais c'est douloureux. Mais même pendant l'effort, elles doivent être douloureuses parce qu'il y a un débit. Oui. Mais c'est la maigreur qui est inquiétante, hein, parce qu'il doit y avoir
quantité de masse grasse qui est vraiment infime là. Voilà, c'était pour Voilà. faire On discuter s'amuse un bien, peu. mais je vois Ruben qui trépigne pour faire son premier cas clinique. Alors, il y a une Merci, bonne merci de nous avoir passé la photo. Merci. Il y a une bonne remarque derrière, c'est, regardez, alors c'est un branchage de cyclistes, on est tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que maintenant, il y a des cuissards de compression. Je ne parle pas du cuissard classique. Alors on pourrait dire que peut-être ça a augmenté ce qu'on voit. Et c'est pas autorisé hein, chez les professionnels. Non, Chez mais les ça amateurs, existe. oui, mais pas Oui, chez les oui. professionnels. On fait maintenant des cuissards de compression Ouais, ouais, ouais. pour des malformations veineuses notamment, et ça marche très très bien. Mais même CH Cousin, avec oui, BV je sais. Sport, ils ont, Ouais, ouais. ils ont Mhm. commercialisé un cuissard, effectivement. Ouais, ouais. Le cas clinique suivant. Prochain cas clinique. Docteur Virapen, Saint-Denis, Réunion. Président du congrès. Je partage avec vous une expérience d'un patient que j'étais amené à voir et à prendre en charge il y a environ 1 an, dont la prise en charge s'est terminée il y a environ 6 mois. C'est juste pour vous illustrer des erreurs à ne pas faire ou encore où on peut être orienté beaucoup plus rapidement sur certains diagnostics. Mais vous allez voir un tout petit peu, il n'y a pas de question, c'est juste pour vous faire partager cette expérience. Donc c'est un patient de 32 ans qui est droitier, qui est manutentionnaire, qui est boxeur, qui fait de la musculation en salle. Quelqu'un qui est musclé. Début juillet 2016, il a une douleur au niveau de la main droite suite à une séance de musculation. La main devient un peu bleutée, il a des douleurs au niveau du coude. Effectivement, on pense à une tendinopathie. Il voit son kiné habituel. On entreprend quelques séances de kiné. Il faut savoir que ce patient, il a une hygiène de vie parfaite. Il ne boit pas, il ne fume pas. Il a même fait du foot presque pro quand il était tout jeune, mais son père ne voulait pas qu'il fasse du foot, donc il allait faire de la boxe. Comme antécédent, rien de particulier. Et après 2 semaines, donc la douleur devient plus importante. Il n'arrive plus à dormir, la main devient toute bleue, c'est la main droite. Il ne peut plus travailler. Et il consulte son médecin traitant. C'est juillet, donc on est en vacances, donc il voit un médecin remplaçant qui le connaît peut-être un peu moins bien, qui demande un échodoppler artériel du membre supérieur, à juste titre, occlusion des troncs artériels radio-ulnaires droit. Le radiologue recommande de faire un angioscanner qui confirme ces éléments. Donc il y a une occlusion des artères de l'avant-bras. Il consulte un chirurgien vasculaire. Le diagnostic est posé d'ischémie critique de la main et on le fait hospitaliser en médecine pour un bilan de thrombophilie. Et on fait un bilan cardiologique complet à la recherche d'une pathologie emboligène avec recherche d'un foramen ovale perméable. Il est hospitalisé donc finalement en chirurgie 1 semaine après tout cela. Il continue à avoir très mal, on le calme avec de la morphine, on le passe des anticoagulants. Et on lui fait une thrombectomie des artères de l'avant-bras avec une angioplastie, donc ça, on arrête début août. Il a un réchauffement de la main, il y a un pouls radial qui réapparaît. Tant mieux, c'est super, on croit que c'est gagné. Tout le bilan revient normal, bien sûr, il n'y a pas de problème cardiaque, pas de problème de thrombophilie, il n'y a rien qui ressort. Il sort sous antiagrégant plaquettaire et sous Pradaxa. Voilà, ça c'est le traitement de sortie. Je ne sais pas pourquoi il y a du Pradaxa, il n'y avait pas d'anomalie cardiologique, il n'y avait pas d'éléments particuliers pouvant conduire à mettre en place ce traitement. Bon, je peux comprendre peut-être que le traitement a été mis en place parce qu'on s'est dit que c'est quelque chose de rare, que la main était vraiment en danger, que ben voilà. Et là, ça ne veut plus marcher. Voilà. Réapparition des douleurs après 10 jours. Et là, on se lance dans un autre bilan. Il a une IRM cervicale qui revient normale. Il a une IRM du poignet parce qu'il a mal au poignet et à la main.
l'IRM qui revient normal. Et finalement, il a de nouveau un angioscanner des artères du membre supérieur qui retrouve une réocclusion des artères de l'avant-bras. On le réhospitalise, il est retrombectomisé et on fait une thrombolyse in situ. Et réocclusion des artères. Les douleurs sont plus calmées par les antalgiques majeurs. Donc il a 32 ans, il est droitier. Et on lui propose à ce moment-là un protocole d'ilomédine sur 15 jours en médecine. Pas d'amélioration, ça se dégrade encore. Donc il y a une consultation antidouleur qui est mise en place, avec tout ce que cela implique. Apparition d'une gangrène des doigts. Et on commence à parler d'amputation. Donc c'est déjà, il y a un bon mois et demi qui est passé. Et ça commence à devenir dramatique, ça commence à devenir catastrophique pour un jeune de 32 ans qui était tout à fait bien et qui était relativement sportif, même très sportif. Je me retrouve par hasard il se retrouve par hasard en consultation et quand il arrive, quand il franchit la porte du cabinet, avant de le faire déshabiller, déjà on voit tous les saillies musculaires, il est musclé comme c'est pas possible. Et là, quand on voit ça, en tant que chirurgien ou même comme médecin, on peut se poser de vraies questions. Hein. Il y a quelqu'un qui est très musclé du membre supérieur, des pectoraux très développés. On se dit que c'est probablement, vous l'évoquez tous maintenant, un syndrome du défilé. On se demande comment on a fait pour en arriver là au bout d'un mois et demi, 2 mois. Donc, on le réinterroge, je le réinterroge. Il fait beaucoup de boxe. Il fait du développé couché depuis environ 2 mois et de manière très intensive en salle. Le développé couché, donc, ça permet de développer énormément les pectoraux, entre autres, mais également la partie antérieure du deltoïde. Il fait 500 pompes par jour. Il fait 500 tractions. Et c'est suite à une de ces séances que tout cela est arrivé. Et effectivement, on pouvait se dire, il y a peut-être une tendinopathie au début, mais après, il faut se poser d'autres questions. Donc, je reprends les examens qui avaient été faits précédemment, dont une radio cervicale. Effectivement, cette radio a été faite en juillet. Et le compte-rendu officiel, c'est écrit radio normale. Bon, ça peut arriver, effectivement, il n'y a rien de très particulier, mais quand on la regarde un peu mieux, on voit qu'il y a une côte cervicale. Donc on refait un écho-Doppler, on a une occlusion de l'artère artérielle au niveau huméral cette fois-ci, il y a l'interruption de toutes des flux au niveau de l'avant-bras, mais après on fait des manœuvres sensibilisatrices, et même on le voit quand on l'examine lors des mouvements sensibilisatrices, on a une extinction du flux sur l'artère humérale aussitôt qu'on fait des manœuvres de sensibilisation. Et ça, on en reparlera demain après-midi, il y a toute une session dessus. Donc on pense au syndrome du défilé thoraco-brachial. Juste pour vous rappeler, le syndrome du défilé thoraco-brachial, c'est le passage du paquet vasculo-nerveux, donc l'artère, la veine et l'artère, la veine, on ne la voit pas trop, et les nerfs, dans le défilé entre les muscalènes, la clavicule et la première côte ici. Et tout cela peut entraîner une pince sur l'artère à ce niveau-là. On peut également avoir une hypertrophie au niveau du petit pectoral et avoir un phénomène d'aubanage à ce niveau-là, de plaquage de l'artère lors de certains mouvements d'élévation du bras. Donc, première étape, il a été pris en charge pour une thrombectomie de l'artère avec angioplastie fibrineuse in situ. Comme il avait un petit pectoral très développé et que c'était la manœuvre du petit pectoral qui entraînait vraiment une compression de l'artère, il y a une section du petit pectoral, c'est une intervention qui est très simple à faire, elle n'a pas duré très longtemps. Il y a eu immédiatement un réchauffement de la main, une récupération du pouls radial et disparition complète de la symptomatologie douloureuse. Plus antalgie, il reprend le travail. Donc là, jusqu'à là, tout va bien, on se dit que c'est gagné. Contrôle en février 2017, donc disparition de nouveau du pouls radial qui était apparu, sans signe d'ischémie, avec cette fois-ci à l'écho-Doppler, une artère interosseuse. Vous savez qu'il y a une artère radiale, une artère cubitale et une troisième artère dont on ne parle pas le pouls, c'est l'artère interosseuse qui est plus profonde et qui est peut-être vitale dans certains cas,
c'était son cas à lui, a été toujours perméable. Et quand on fait les manœuvres de compression, là c'est une photo que j'ai prise sur Internet, ça ne correspond pas à l'imagerie pour ce patient, parce que là en plus c'était à gauche, on a une pince sur l'artère sous-clavière, au niveau du passage des muscles scalènes, au niveau de la première côte, au niveau de la clavicule, au niveau d'une côte cervicale éventuelle. Donc, ce qu'on va proposer à ce patient, c'est résection de la première côte et de la côte cervicale avec la scalénectomie et une libération complète de l'artère sous-clavière. Donc, cela lui a permis de retrouver une main avec une trophicité normale, de reprendre son travail et de reprendre petit à petit une activité sportive. Donc, pensez au syndrome du défilé thoraco-brachial chez le sportif musclé à une ischémie du rond supérieur. Ça paraît bête et banal, mais ça peut, il y a des fois, sauver des vies, donc sauver des mains. C'est très bien, mais c'est pas banal du tout parce que chez des gens qui sont très musclés comme ça, c'est plus souvent des défilés veineux que artériels. Artériels, c'est plutôt la femme qui a des troubles de la posture, donc c'est bien d'y avoir pensé parce que, premier abord, c'est pas évident. Oui, la difficulté, c'était dans la stratégie. On n'a pas l'iconographie, là, tu nous as pas montré l'angioscanner dynamique préopératoire. Je pense qu'il devait y avoir, en dehors de la poulie du petit pectoral, il devait y avoir une sténose en regard de la côte surnuméraire. Donc, a posteriori, c'est toujours facile, mais on aurait pu faire les deux en même temps. C'est vrai qu'on était arrivé dans un contexte psychologique et d'urgence qui était très particulier, avec quelqu'un qui était vraiment au bout du rouleau et qui était... Parce que la poulie du petit pectoral, c'est pas fréquent quand même. Non, c'est pas très fréquent. Surtout chez quelqu'un qui a une côte surnuméraire. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai qu'on s'était posé la question à ce moment-là. Bon, on a pas mal discuté avec le patient déjà, parce que quand il est arrivé, c'était un peu catastrophique. Il faisait énormément de développé couché. C'est la seule activité qui a été modifiée dans les 2 mois qui avaient précédé la survenue de l'ischémie. Alors qu'il faisait de la boxe de manière très intensive auparavant, il faisait des pompes et des tractions encore pendant les 5-6 ans qui avaient précédé. Non, il n'y avait pas d'anévrisme, ça s'était recherché, il n'y avait pas d'anévrisme. Et c'est pour ça qu'on est allé sur le petit pectoral d'emblée en lui disant que c'est pas grand-chose à faire, ce qui est une intervention qui est relativement simple à faire, elle dure une dizaine de minutes sur le petit pectoral. Et avant de lui dire, c'est vrai qu'il y a une intervention qui est beaucoup plus lourde, parce que c'est pas rien du tout non plus dans la première côte et une côte cervicale. Non, moi je passais par voie sus-claviculaire, je fais une voie sus- et sous-claviculaire qui me permet de tout contrôler. Voilà. Bon, voilà la cicatrice ici. Et... Ah oui, la cicatrice là. C'est l'écran qui parle. Je la fais sus- et sous-claviculaire pour la contrôler complètement. Ruben, les occlusions itératives des artères antébranchiales, elles étaient d'origine embolique. Elles auraient été... Oui, c'est la question qu'on s'est posée. Donc tu es sûr qu'il n'y avait pas un foyer emboligène au niveau de la compression. Alors s'il n'y a pas d'anévrisme, il peut y avoir parfois des plaques ou des lésions intimales qui sont sources d'embolie. Donc sur l'imagerie, tu n'as pas retrouvé de... Effectivement, c'est la vraie question qu'on s'est posée, d'où viennent ces emboles, parce que c'est ce qui s'est passé. Il a dû avoir des traumatismes au niveau de l'artère qui ont entraîné cela. Il n'y a pas été retrouvé d'anévrisme. L'échodoplaire, tout comme l'angioscanner réalisé, n'ont rien retrouvé à ce niveau-là. Moi, j'ai contrôlé l'artère de visu et sous les doigts, il n'y avait rien à ce niveau-là non plus. Donc, on n'a pas reconstruit l'artère. Parce qu'une compression intermittente des artères sans foyer emboligène, ça n'entraîne pas de lésion distale, en principe. Oui, en principe, non. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. C'est toute là la problématique. C'est peut-être une histoire qui n'est pas encore terminée, alors. Pour l'instant, il va très bien. Et tu l'as mis sous anti-agrégant. Sous agrégant plaquettaire pour l'instant. Et le bilan de thrombophilie. Tout ça avait été fait. Et c'est négatif. C'est négatif. Mais après, alors il faut... Non, mais le cardiologue, tout ça avait été fait. Mais après, je pense que maintenant, il faut rester uniciste. Il y avait vraiment un vrai souci à ce niveau-là. Le fait de l'avoir levé toute la compression à ce niveau-là, ça a permis de... Tu lui as posé la question s'il prenait des substances... Oui, il n'en prend pas. Et il ne fume pas non plus des substances illicites. Alors, une remarque, la main du sportif, c'est hyper important. Et sur Montpellier, on est confronté souvent à un recrutement de 2 équipes, soit les handball, soit le volleyball.
Et une des premières complications de ces sports, c'est les thromboses de l'arcade palmaire. Donc ce qu'on a mis en pratique pour les médecins de ces équipes-là, c'est que quand ils recrutent des nouveaux joueurs, il y a un examen attentif du membre supérieur avec un test, ça ne veut pas dire de faire un écho-doppler, mais avec un test très simple, c'est de faire des manœuvres d'haleine systématiques chez tous les sportifs de haut niveau, c'est des hauts niveaux, hein, et qui se servent de leurs mains. Donc il y a le boxeur qui en fait partie. Aux États-Unis, c'est le baseball et le frisbee. Hein, le frisbee, il y a des sports professionnels. Quand vous recevez le machin dans la main toute la journée, un peu l'autre basque aussi, c'est exactement la même chose. Donc il faut faire ce test d'haleine qui est très simple. Hein, vous savez, la compression radiale cubitale. Et ça donne des indications. Et après, on passe à l'écho-doppler. Le dernier patient qu'on a eu, c'est un Polonais qui était intégré dans l'équipe de handball qui fait 2 mètres de haut et qui, au moment de la visite médicale, il n'arrêtait pas de dire bon, il allait bien, mais il avait de temps en temps mal à la main, etc. Donc il l'a dit quand même, il a été honnête. Il avait une thrombose de l'artère, pas de l'arcade palmaire, de l'ulnaire. Il n'y a pas de syndrome du marteau, ni rien du tout, pas d'anévrisme. Mais il avait une telle collatéralité qu'on n'a rien fait du tout. Là, on complète l'examen par la mesure de la pression digitale, par photoplétismographie. Il avait une pression strictement normale, même à l'effort. Et donc, il joue, hein, il n'y a pas de problème. Mais ça a dû se faire à bas bruit, mais bien collatéralisé, etc. Quand on voit son physique, il y en a beaucoup quand même qui font de la musculation, qui prennent des médicaments achetés sur Internet, des protéines, tous pratiquement. Hein. C'est possible, hein, mais en tout cas, là, avec l'interrogatoire qu'on a fait au point où il était, je pense qu'il a tout dit. Quoi. On se fait un dernier. On va faire le dernier cas clinique. Petit cas, voilà, ça va durer 5 minutes. Pour terminer à l'heure. Après, c'est très rapide. C'est juste pour vous faire également partager quelque chose d'assez rare sur un jeune également de 25 ans qui a consulté également l'année dernière. C'est quelqu'un qui est un grand sportif, qui a fait du tennis sur le circuit européen jusqu'à l'âge de 16 ans, et ensuite qui est rentré à La Réunion et qui a fait des barres asymétriques, je crois, et ensuite qui fait coach sportif, qui court énormément et qui connaît très bien son corps. Il parle donc qu'il a fait régulièrement des tendinites. Il y en a eu au niveau du coude, au niveau du biceps fémoral. Il me dit, j'ai eu 2 tendinites au niveau du biceps fémoral à gauche. C'est comme ça, c'est la même douleur à chaque fois. Et j'ai eu la même chose cette fois-ci, suite à un faux mouvement lors du coaching. Donc il avait une douleur typique de la face postérieure du genou, qu'il connaît, qu'il a déjà eu dans le passé. Il a eu des séances de kinésithérapie, massage, également ondes de choc pendant une quinzaine de jours. Et d'ordinaire, ça suffit à l'améliorer. Donc là, cette fois-ci, ça continue à faire mal. Et la douleur devient de plus en plus importante. Il a une vraie impotence fonctionnelle. Il fait un écho-doppler veineux. Et on découvre cette fois-ci un anévrisme veineux de la veine poplitée, saxiforme, avec un début de thrombus à ce niveau. Donc un traitement par HBPM est mis en place, ensuite un relais est fait rapidement. Une IRM est réalisée qui met bien en évidence, parce qu'il y a eu l'IRM, il y a eu l'enjeu IRM, tout ça avant d'arriver, et l'enjeu scanner, qui montre la veine, et ensuite cet anévrisme saxiforme développé aux dépens de cette veine poplitée, chose qui est très rare. Je sais que certains ont déjà publié sur les anévrismes poplités, Nino. Donc le traitement est relativement simple dans ce cas de figure. Il faut juste, on va réséquer l'anévrisme en la clampant. C'est une voie postérieure qu'on a utilisée chez lui, et la voie qu'a décrite tout à l'heure Dominique, avec une résection du dôme saillant et une réparation directe, sans interposition de prothèse ou de patch. Donc voilà, c'était tout. Voilà. Donc c'était la question qui s'est posée et qu'on s'est tous posée, c'était l'étiologie de cet anévrisme poplité saxiforme. On s'est posé la question, est-ce que les ondes de choc peuvent l'entraîner, ou est-ce que c'est le traumatisme initial qui a entraîné cet anévrisme poplité? C'est assez rare qu'un traumatisme qui soit non pénétrant donne un anévrisme saxiforme. Et on se pose la question si vous avez déjà eu des expériences similaires dans votre expérience, ou si les kinésithérapies
peut-être qui sont là peuvent nous éclairer par rapport à cela. Est-ce que vous avez vu des choses similaires avec des ondes de choc? Non? Ça vous inspire? Pas trop? Des expériences similaires? En fait, je pense que Ruben, le traumatisme n'est pas la cause. Hein. Oui. Il y a souvent une fragilité veineuse. Par contre, il y a des cas décrits de formation d'anévrisme par des compressions, par soit des branches du nerf sciatique, soit des branches, des faisceaux tendineux musculaires. C'est décrit aussi. Il y a des cas qui ont été décrits dans le clipel trénonné. Oui. Et effectivement, il faut y penser parce que le traitement anticoagulant n'est pas efficace. 80% des patients qui ont un traitement anticoagulant ont récidivé. Ça aboutit même à des décès. Hein. Dans la revue de la littérature, on l'avait publié dans le JVS en 2000, avec l'expérience lyonnaise d'ailleurs. Et le traitement, c'est la chirurgie, c'est assez simple, surtout quand c'est saxiforme, parce qu'on arrive à traiter la partie effectivement qui est saxiforme, et on fait une anévrismographie selon la technique de Aldridge. C'est un peu plus compliqué quand c'est fusiforme, parce que dans ce cas, si on fait qu'une anévrismographie, on laisse une partie antérieure qui est dilatée, qui peut avec le temps se dilater. Mais sinon, il faut faire une reconstruction veineuse, et on n'a pas toujours la possibilité de la faire quand les patients ont eu une chirurgie de varices préalable. C'est pour ça qu'il faut être très, très économe. Mais le traitement, effectivement, c'est la chirurgie. Le traitement médical, c'est pas efficace du tout. Non, il n'y a pas de piège, il n'y avait rien. Ça a été recherché, effectivement. Rien. Et de l'autre côté, il n'en avait pas? Non, de l'autre côté, rien du tout. Parce que ça peut être aussi bilatéral. Voilà. Une autre question devant. Oui, c'est un complément en fait. Sur les ondes de choc, on a beaucoup de recul maintenant sur les ondes de choc, puisque on les utilise en médecine du sport depuis 1999, donc on est à près de 20 ans. Il y a eu beaucoup de débats, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, etc. Clairement, il y a un effet. On estime que l'efficacité sur les vraies tendinopathies, elle est de l'ordre de 70%. Donc c'est la moyenne de tous les traitements qu'on utilise en médecine du sport, avec la rééducation qui est un peu au-dessus. Faut quand même attirer l'attention que c'est un traitement de tendinopathie, et dans ton cas clinique, je pense que l'examen clinique aurait dû suffire pour dire que ce n'était pas une tendinopathie, un anévrisme. Ça ne se manifeste pas de la même façon. Et il faut se méfier de faire des ondes de choc. Parce que maintenant, l'onde de choc, elle est un petit peu facilement utilisée, parfois trop facilement, sans qu'on soit sûr de la cause. Il ne faut pas oublier que c'est un traitement de tendinopathie, et que si ce n'est pas une tendinopathie, il y a une efficacité, mais il y a aussi des contre-indications. Personnellement, moi, je ne suis pas vasculaire, mais ça me fait un peu peur d'aller mettre... on me dit qu'on a bombardé avec des ondes de choc un anévrisme, alors que c'est un outil qui, il y a 20-30 ans, servait à fragmenter des calcifications. On peut se demander ce qui s'est passé si on bombarde avec des ondes de choc. Donc, je crois vraiment que c'est un outil très intéressant en rééducation, mais à condition d'être certain du diagnostic. Bien. Le diagnostic de tendinite, il est quand même corroboré par l'échographie. Donc, quand on fait une échographie, on peut dépister une autre pathologie du creux poplité, un kyste adventitie, un kyste poplité, ou alors un anévrisme veineux. Donc, il ne faut pas hésiter à faire un examen complet, effectivement. Ouais. Le micro. À côté des tendinites. C'est très important, l'échographie en général. Maintenant, c'est une affaire de spécialistes. Par exemple, les tendons, c'est surtout les rhumatos qui le font. Il y a des services un service de radiologie à Montpellier qui est dédié à ça, qui marche très bien, le professeur Citeval. Et souvent, le problème, c'est que dans la formation de toutes les personnes qui font de l'échographie vasculaire aussi, il faut avoir une formation complète, parce qu'on passe à côté, sinon on passe à côté de trucs. Il faut savoir voir les nerfs, il faut savoir bien voir les tendons, il faut savoir bien voir les veines et les artères. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y en a un qui voit que bien l'artère, mais il ne voit rien autour, ou qui voit très bien les nerfs ou la tendinopathie, mais qui ne voit rien autour. Donc ça, c'est important dans la réalisation d'un acte d'échographie. Un autre piège pour la pathologie, l'exploration de la pathologie veineuse, c'est qu'il faut explorer les patients en position debout, parce que quand ils sont allongés, parfois, les anévrismes, on ne les voit plus. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir conclure la session de cet après-midi. Merci à tout le monde, à tous les orateurs.